C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Trump va-t-il frapper l'Iran? La fenêtre d'opportunité semble s'ouvrir ce week-end selon des experts. Washington désormais prêt à attaquer? Oui, on se pose la question. Des F-15 arrivés au Moyen-Orient, des avions cargo Globemaster 3. L'armée américaine se renforce donc dans la région avec l'arrivée de premiers avions de combat et aussi le redéploiement en cours du porte-avions USS Abraham Lincoln. La voilà, peut-être l'armada américaine dont parle Donald Trump ces dernières heures, vous l'entendrez. Nous avons appris, vous le savez, à nous méfier des coups de chaud et de froid des États-Unis, mais nous avons appris qu'il était capable de passer des paroles aux actes. Alors examinons ensemble les signaux forts et faibles qui montrent, pour reprendre les mots de certains, qu'un encerclement militaire serait en cours. Donald Trump fait-il juste pression sur l'Iran, une forme d'ultimatum sur la table? Et si ultimatum il y a, Donald Trump estime que Téhéran veut dialoguer. Veut-il dialoguer sur le nucléaire, par exemple? En tout cas, l'Iran a le doigt sur la gâchette, prévient de son côté le chef des gardiens de la révolution islamique. Téhéran se dit prêt à riposter en cas d'attaque. Avec quels moyens? Peut-être avec des renforts de la Chine. En tout cas, écoutez bien les mots du président américain Donald Trump. Nous surveillons l'Iran, nous avons une armada, nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction. Peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser, nous verrons bien. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Manaz Sherali. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Et c'est aux éditions Pérégrine. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gallagher Fenwick, merci également d'être là. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions internationales. Général Richoux, merci également. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée et ravi bien sûr de vous retrouver également Grégory Phillips. Vous êtes rédacteur en chef international LCI. Le grand dossier Trump va-t-il frapper l'Iran? C'est donc parti. Avant toute chose, prenons la direction de Washington. Bonjour à vous, Armel Exposito. Merci également d'être avec nous. Quels sont, pour reprendre mes expressions en début d'émission, les signaux forts et même faibles depuis Washington? Est-ce que les frappes, vous le voyez comme un scénario plausible, voire imminent? Eh bien, il est très difficile d'apporter une réponse à cette question pour le moment. On se demande même si Trump lui-même sait ce qu'il va faire. Hier, à bord de l'Air Force One, il a affirmé qu'il préférait que rien ne se passe, mais qu'il surveillait de très très près le régime iranien. Alors ici, ce que je peux vous dire, c'est que les médias sont assez partagés. Certains disent que l'une des options envisagées par Washington, ce sont des frappes aériennes à grande échelle sur des cibles militaires iranienne, mais d'autres médias comme Politico affirment qu'une intervention est très peu probable, qu'il ne faut pas avoir le signe d'une intervention imminente. Des experts militaires disent que Trump privilégierait la diplomatie, une diplomatie à sa manière, et que Trump resterait finalement assez réticent à l'idée d'engager les États-Unis dans de nouvelles opérations militaires qui pourraient générer un conflit à plus grande échelle. Merci beaucoup Armel Exposito en direct depuis Washington, correspondant de TF1 LCI. Je me tourne vers vous pour commencer, Manaz Sherali. Qui voyez-vous? L'art de l'ambiguïté stratégique selon Trump, arrivez-vous, vous, à lire? Et peut-être les experts autour de vous avec lesquels vous échangez, iraniens, que comprennent-ils? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire en réponse à votre question, c'est que les Iraniens avec qui je suis en relation, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que l'intervention. Tous les jeunes qui contactent avec beaucoup de difficultés depuis l'Iran, ils disent « Nous avons fait ce qu'il fallait faire, nous sommes sortis à main nue, on nous a massacrés, là on ne peut plus rien faire. On a besoin de l'aide de la communauté internationale. » Et ils me demandent, à chaque fois qu'ils m'écrivent, à chaque fois qu'ils me contactent, ils me demandent « Appelez la communauté internationale à l'aide. » Voilà ce qui vient de l'Iran. Alors c'est précieux ce que vous nous dites, c'est que les Iraniens espèrent les frappes. Je dis les jeunes avec qui je suis en relation. Vous avez raison. Je ne parle jamais au nom des Iraniens. Vous avez raison. Voilà. Précision tout à fait saine et nécessaire. Merci beaucoup, vous avez tout à fait raison. Selon une information obtenue par le journal israélien Haaretz, Donald Trump ferait pression sur ses conseillers et sur le Pentagone pour lui proposer une option militaire dite décisive, je cite, contre le régime iranien. Pourquoi ça vous fait
presque sourire, lever un peu les yeux au ciel, général. Oui, parce que l'option militaire était déjà décisive sur le nucléaire iranien et on a vu comment elle était décisive. Il nous a expliqué qu'en une passe, comme dans les films, il avait éradiqué le nucléaire iranien et c'est pas le cas. D'autre part, militairement, je peux affirmer qu'une frappe nucléaire, une frappe même aérienne, qu'elle soit puissante ou pas puissante, ne mettra pas à elle seule. Il y a un certain nombre de conditions, de prérequis pour le faire, ne mettra pas à elle seule fin au régime iranien. Ça n'est pas possible. Et en plus, on connaît bien la personnalité de Trump. D'abord, on n'est pas certain qu'il va agir. Et s'il agit, il y a le risque, bien entendu, qu'il fasse une seule frappe pour bien montrer médiatiquement qu'il a fait ce qu'il fallait. Et puis ensuite, il annoncera au monde que c'était définitif, qu'il a imposé la paix à l'Iran, etc. Et le régime iranien sera toujours en place. Donc, pour le moment, moi, on verra ce que fait cette flotte aéronavale. On n'est pas du tout certain déjà qu'elle agisse. Et si elle agit, je ne vois pas en quoi des frappes aériennes seraient décisives militairement, en tous les cas, sur ce régime. Grégory Phillips. La guerre de 12 jours était vraiment... La guerre de 12 jours, la frappe israélienne était vraiment décisive. Et si Trump n'avait pas empêché les Israéliens, le régime iranien n'avait aucune chance pour s'en sortir. Grégory Phillips, on le sait, il a eu vraiment beaucoup recours aux frappes, Donald Trump, depuis le début de son mandat. C'est 4 fois plus de frappes en 4 ans de mandat de Joe Biden. Je dis pas trop de bêtises en disant ça. Et donc pour vous, au regard de ces données-là et au regard de ce qui s'est passé au Venezuela, dites-vous non, tout cela n'est qu'ultimatum. En fait, juste si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis le 28 décembre, la date où les premières manifestations ont éclaté dans le bazar de Téhéran, vous avez eu un pic des manifestations et de la répression extrêmement violente autour du 8-10 janvier, où on en parlera sans doute à un moment donné dans l'émission. La répression a fait des milliers de morts. Les bilans sont évidemment compliqués encore à définir. Et Trump avait écrit dans un message, souvenez-vous, l'aide arrive. C'était ça qui faisait un peu écho à ce que vous disiez, madame, l'aide américaine arrive. C'était très nébuleux, mais c'était le message du président Trump. Et puis quelques jours après, dans le bureau ovale, il explique non, mais j'ai des assurances, il n'y aura pas d'exécution publique. Il donne un chiffre qu'il est le seul à sortir 850. Oui. J'ai des garanties de sources bien informées qu'on ne procédera pas, que le régime de la République islamique ne procédera pas à des exécutions publiques, comme c'est le cas pour les condamnés à mort en Iran. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, ça s'arrête là. Enfin, que Trump clôt le dossier en disant, la situation est réglée en Iran et oublions ce qui vient de se passer. Maintenant, il y a de fait ces signaux forts et ces signaux faibles que vous commencez à décrire, cette posture militaire américaine imposante. Alors vous nous direz, général, à quoi elle peut servir éventuellement. Vous avez le doigt sur la gâchette des passes d'Aran des gardiens de la Révolution. Et puis vous avez dans la région, nos contacts en Israël nous dit que le pays est quand même en état d'alerte, si ce n'est rouge, en tout cas orange pour les prochains jours. Donc vous avez quand même un frémissement où tout le monde se demande un peu ce qui peut se passer dans les prochains jours. Il y a 3 mots importants dans la déclaration de Donald Trump, au cas où. Le au cas où, sachant qu'il reparle de pression sur les droits de douane pour les amis de l'Iran. Est-ce qu'il y aurait, c'est Georges Malbruno, je crois, qui le soumet d'ailleurs sur X, l'idée d'un ultimatum, en fait, en dernier recours, là, sur la table, avec les derniers moyens de pression, des discussions peut-être qui seraient en cours également. Et si oui, sur quel thème? Est-ce que le nucléaire est en discussion actuellement dans un dernier geste? Alors, un dernier geste, je sais pas, mais clairement, ça fait partie des éléments qui sont possiblement, comme vous le dites, Amélie, sur la table. On sait qu'il y a un canal qui est ouvert entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et Steve Witkoff, qui est quand même occupé sur un autre dossier en ce moment, ce qui ne facilite pas les contacts. Mais Donald Trump, faut comprendre, adore ce genre de situation. On vient de le vivre sur le Groenland. Regardez comment ça s'est terminé. Donald Trump ouvre tout un tas de feux qui sont ensuite mal éteints et très souvent au détriment des populations qui se retrouvent dans la ligne de mire. Vous regardez les différents théâtres d'opération, depuis le début de l'année, il y a 7 pays bombardés, il y en a 5 qui menacent de renversement ou d'ingérence ou quoi que ce soit. Donc en réaction à ce que disait Madame Shirali, moi je trouve que ce qui ajoute au caractère tragique de cette situation, c'est quand cette population iranienne qui demande que le monde extérieur lui vienne à la rescousse parce qu'elle est en train d'être noyée dans le sang, la seule main potentiellement tendue serait celle de Donald Trump, qui est l'une des pires mains quand on espère le salut, justement. Le regard qu'on peut porter sur cette option est informé
par le passé récent, j'ai envie de dire bonne chance. Des frappes américaines sont-elles possibles? C'est donc notre question, vous l'avez compris, et il y a bel et bien du mouvement. Quoi qu'il en soit, du côté de l'armada américain, pour reprendre le mot de Donald Trump lui-même, nous vous parlerons dans quelques instants du redéploiement en cours du porte-avions USS Abraham Lincoln. Mais il y a l'armée américaine qui se renforce au Moyen-Orient avec l'arrivée de premiers avions de combat, et pas seulement. Général Richoux, c'est à nous. L'état des forces que l'on voit, parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Dans ce que l'on voit, le bombardier F-15, le Globemaster, dites-nous tout. En fait, ce sont tous les renforts qui arrivent au Proche-Orient. Donc là, ce sont des renforts terrestres qui vont abonder les nombreuses bases qui existent au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, etc. Donc ça, ce sont des chasseurs. Globemaster, grosso modo, c'est des énormes avions logistiques qui permettent effectivement d'apporter des missiles, tout ce que l'on veut. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus gros. Moi, je les ai vus en Afghanistan, c'est vraiment tout à fait considérable. Donc il y en aurait 15 déployés. Donc c'est la preuve qu'on apporte quand même des munitions, de la logistique de manière tout à fait considérable actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier également là-dedans, c'est qu'il y a les avions ravitailleurs. Et il y a pas mal d'avions ravitailleurs. Et on pense qu'avec, grosso modo, et on en parlera tout à l'heure avec le groupe aéronaval qui se rapproche, il peut y avoir dans les 100-150 avions actuellement qui sont prêts à bombarder l'Iran. Et donc les F-15, on peut revoir le chiffre peut-être, si c'est possible en régie. Est-ce que vous avez l'information sur le nombre de F-15 actuellement déployés dans la région? Alors les F-15 dans la région, j'ai compris moi qu'il y avait 3 à 5 escadrons, ça pourrait faire une centaine d'avions au total. Alors je ne sais pas s'ils sont tous F-15, mais je sais aussi qu'il y a des F-16 et sur les bases, il pourrait y avoir jusqu'à 100-120 avions. Et sur le groupe aéronaval, il y a grosso modo 70 avions, mais il y a à peu près 35 chasseurs F-35, F-18, qui sont les chasseurs de dernier modèle. Vous voyez, donc on en est là. Donc c'est de toute manière, sur les bases, il y a au moins 100 chasseurs actuellement à terre, en attendant le groupe aéronaval. Donc voilà pour ce que l'on voit, et il y a aussi, je le disais, ce que l'on ne voit pas. On va parler du B-2 avec lequel l'Iran a déjà frappé, les États-Unis ont déjà frappé, l'Iran par le passé. Alors là, vous avez le B-2. Donc le B-2, c'est celui qui a frappé l'Iran lors de la frappe unique qui était décisive. On se rappelle, et qui ne l'a pas été, puisque ça a été une campagne limitée. Et ensuite, Donald Trump a imposé le cessez-le-feu. Et là, vous avez, il décolle de Diego Garcia. Donc c'est une île qui est britannique actuellement, sous mandat britannique dans l'océan Indien. Voilà, qui de plusieurs milliers de kilomètres. Pourquoi Diego Garcia? C'est parce que Diego Garcia est en dehors des coups. Il est trop loin pour pouvoir être apporté des missiles. Alors que les bases américaines qui sont situées au Moyen-Orient, effectivement, Jordanie, Arabie Saoudite, etc., elles peuvent être bombardées par des missiles iraniens. Là, à Diego Garcia, on est véritablement loin. Ils sont des très très longs rayons d'action et donc ils peuvent bombarder, être ravitaillés en vol et revenir lors de missions qui sont très très longues. Peut-on revoir ensemble les bases américaines dans la région, si c'est possible? Parce que quand même, regardons dans le rétro. Voilà, merci beaucoup. La dernière fois qu'on a parlé d'attaque imminente des Américains, il y a eu des bases évacuées, des intérêts américains évacués quelques heures avant. Oui, mais là, ils ne fassent marche arrière. Là, il n'y a aucun mouvement dans ce sens ces dernières heures. Oui, alors on voit quand même la proximité. Alors pour le moment, ces bases sont plutôt en train de se renforcer, mais elles sont renforcées aussi en moyens de patriotes, en moyens de défense antiaérienne, mais celles-là sont clairement à portée. Donc pour le moment, on ne voit pas de mouvement d'évacuation des bases ou quoi que ce soit, mais effectivement, celles-là sont quand même très vulnérables à des mesures de rétorsion iranienne. Merci beaucoup, Général Richoux. Alors, votre regard à tous sur le plateau. Encore une fois, je reprends les mots d'analystes lus par exemple dans La Voix du Nord ce matin. La fenêtre d'opportunité pour une attaque semble s'ouvrir ce week-end et s'étendre aux 2 week-ends suivants. Gallagher. Plusieurs choses. Dans une administration normale, vous avez ce qui se met en place dans la Situation Room et vous avez 2 camps théoriques. Vous avez une Red Team et une Blue Team et elles sont chargées de présenter des options au président. Donc dans la Red Team, vous avez les personnes qui sont favorables à une intervention, il faut présenter des arguments. Donc on peut imaginer qu'on lui dit vous êtes Trump, vous n'êtes pas Obama 2013 ou Bush 91, référence à des épisodes où la parole présidentielle américaine s'est dédite et a entraîné
des morts, une forme de honte qui les hante encore jusqu'à ce jour. Savoir que Barack Obama, il a ça qui le hante encore jusqu'à ce jour, 2013 mais aussi 2009, parce que c'est pendant son premier mandat, c'est l'un des épisodes de soulèvement, la révolution dite verte, Barack Obama, conseillé par le département d'État sur la question de savoir s'il devait à plein bras embrasser ce soulèvement. Et les gens qui sont autour de lui disent non, parce que le régime va durcir le ton au motif qu'ils sont des agents de la CIA, du Mossad, etc. Et donc il n'aura pas parlé. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. La parole de Trump, et vous l'avez cité tout à l'heure, elle est débridée de ce côté-là. Pour ce qui est du non, il faut pas agir. Alors là, vous avez une liste qui est très très longue. C'est-à-dire le risque d'abord de blessés ou de morts chez les Américains. On a parlé tout à l'heure de la riposte éventuelle iranienne. Vous avez le risque d'un chaos dans le pays, désintégration de l'Iran avec des conséquences qui seraient pour la région terribles. Et puis vous avez d'autres éléments comme ça qui sont déjà rentrés en jeu dans ce calcul, puisque rappelez-vous que cette équation qu'on est en train de regarder aujourd'hui, elle n'est pas fondamentalement différente, à part tous ces moyens supplémentaires qui sont là, mais les mêmes pays qui ont dissuadé Donald Trump la dernière fois, Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman, etc., sont à nouveau en train de faire chauffer les téléphones de la Maison-Blanche. Grégory Phillips, vous le pensez également, ces pays, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, qui ont potentiellement freiné pour beaucoup de raisons Hormuz, mais pas seulement. Non, la déstabilisation de la région, Israël qui évidemment pourrait être une cible de représailles, c'est clair qu'ils ont fait pression il y a quelques jours en disant stop. C'est certainement le cas encore aujourd'hui. On imagine qu'effectivement ça n'arrête pas de dialoguer entre Washington, Riyad, Tel Aviv, etc. Pour rebondir sur ce que disait Gallagher, je pense qu'on est à un moment où effectivement il y a les deux options sur la table, et c'est ce qu'a dit J.D. Vance hier soir ou ce matin. Il dit on a toutes les options et on agira si les Iraniens font quelque chose de stupide. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour le coup, c'est compliqué à analyser. Ça veut dire à quel moment les Américains vont considérer que Khamenei ou les gardiens de la Révolution font quelque chose de stupide alors qu'ils viennent de massacrer entre 12 et 20 000 personnes. Ce qui veut dire je pense que vraiment ça sert à rien de faire un herméneutique de discours des Américains. Il faut voir ce qui se passe. Mais ce qui est évident, c'est que les Iraniens ne sont pas dans une boutique de chaussures avec 400 choix différents. Les Iraniens sont en face de deux choix. Pas plus. Soit une aide de la communauté internationale, à plus forte raison, une aide américaine, soit la guerre civile. La guerre civile pour les Iraniens qui ne sont ni armés, ni encore entraînés, ça veut dire des centaines de milliers de morts. Et de toute évidence, une guerre qui vient de l'extérieur est préférable. Mais il ne faut pas croire que les Iraniens sont devant les choix et c'est par les gaietés de cœur qu'ils comptent sur Donald Trump. Non, ce n'est pas comme ça. Si la communauté internationale n'était pas aussi silencieuse, si les pays démocratiques n'étaient pas aussi silencieux face au massacre qui se passe en Iran, évidemment, les Iraniens auraient d'autres choix. Mais aujourd'hui, Donald Trump est devenu une vraie option. Vous pouvez rigoler autant que vous voulez, mais aujourd'hui, Donald Trump est un espoir pour les Iraniens. Je voudrais qu'on reprenne la direction de Washington, Armelle Exposito. On le sait, ces dernières semaines, à plusieurs reprises, on est peut-être à une dizaine de reprises maintenant, si on ajoute les déclarations de ces dernières heures, Donald Trump, il a menacé d'actions militaires contre l'Iran. Donald Trump s'est-il trop engagé pour faire demi-tour ? On s'était déjà posé la question, on se la repose aujourd'hui ? On se la repose, mais on sait que Trump peut faire demi-tour. Il a déjà fait volte-face sur de nombreux sujets. C'est un petit peu sa signature en quelque sorte. Sa déclaration à bord de l'Air Force One hier était d'ailleurs assez cryptique, assez trouble. Il a dit je préférerais ne pas intervenir. Il a dit je préférerais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très très près. Nous verrons ce qui se passe. Donc selon des experts ici, cette déclaration montre que les États-Unis pourraient faire demi-tour. Selon CNN, l'équipe militaire de Trump est d'ailleurs très partagée. Certains de ses conseillers lui conseillent une frappe aérienne de grande envergure sur des cibles militaires iraniennes, mais d'autres conseillers sont plus réservés. D'ailleurs, Politico l'a affirmé que Trump aurait peur en fait de s'engager, hésiterait à s'engager au Moyen-Orient, de peur qu'un conflit de plus grande envergure n'émerge après ces frappes militaires.
Merci Armel Exposito depuis les États-Unis. Oui, allez-y Gallagher, je vous vais les moi je partage l'embarras, enfin la difficulté d'Armel à décrypter effectivement un personnage comme Donald Trump, dont on sait qu'il est très changeant et il fait de son imprévisibilité, presque d'une irrationalité, sa marque de fabrique. Maintenant, ce qui fait que sa voix, elle porte et elle pèse, d'abord, c'est effectivement le plus vocal, j'allais dire, la voix la plus forte sur ce dossier en ce moment. Je pense qu'il faut qu'on parle de l'Europe. Où est l'Europe? Que propose l'Europe? Et ensuite, parce qu'il y a eu l'épisode Maduro et qu'on voit se déplacer une partie de cet appareillage pour venir se positionner, ça complique également le calcul du côté du régime. Dans un instant, Trump affirme qu'une armada navigue vers le golfe Persique précisément en ce moment. Au cas où, dit-il. Ça signifie quoi ce au cas où? Comment? Quel type d'intervention? Quelle cible? L'ayatollah lui-même potentiellement. Raphaël Jérusalemi, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier du renseignement israélien. Vous nous direz ce que vous disent vos relais, vos antennes du côté d'Israël. Est-ce qu'on se prépare également du côté d'Israël à d'éventuelles frappes à venir? C'est souvent un baromètre. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant pour en parler. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. Trump va-t-il frapper l'Iran? On en parle avec mes invités dans un instant. Mais là, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Et tout pour commencer, la journée dense à l'Assemblée nationale, où le Premier ministre a surmonté 2 motions de censure et engagé un nouveau 49.3 sur la partie dépenses du budget 2026. La gauche et le RN ont déposé 2 nouvelles motions dans la foulée. Le parcours d'obstacles se poursuit. Après le rappel massif de lait infantile en France, 2 enquêtes ont été ouvertes à Angers et Bordeaux suite à la mort récente de 2 nourrissons ayant consommé un lait rappelé par Nestlé. La raison de ce rappel, de possible contamination par une substance d'origine bactérienne. Pour l'heure, aucun lien de causalité, je cite, n'a été établi selon les autorités. Le pétrolier de la flotte fantôme russe intercepté par la France va être convoyé vers le port de Marseille-Fos. L'information vient de tomber et vous découvrez ici les images du pétrolier provenant de la Russie qui a été arraisonné par la marine en mer Méditerranée hier. Il est suspecté, je le rappelle, d'appartenir à la flotte fantôme finançant la guerre d'agression contre l'Ukraine, selon les mots d'Emmanuel Macron qui a annoncé l'assaut. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Voilà pour la suite maintenant du grand dossier. Trump et son armada prêts à frapper l'Iran. Sur ce plateau, je salue toujours Manas Shirali. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, sociologue, politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Merci toujours à Gallagher Fenwick d'être avec nous. Toujours au général Richoux, bien évidemment, Grégory Phillips. Et merci à vous, donc, Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien, d'être avec nous. On le sait souvent, essayer de comprendre les échos d'Israël permettent de savoir s'il y a l'imminence d'une frappe sur l'Iran. Regardez ces images de F-15 arrivés au Moyen-Orient, d'avions cargo, Globemaster 3, l'armée américaine, oui, se renforce en ce moment au Moyen-Orient avec l'arrivée de premiers avions de combat, mais il y a aussi le redéploiement en cours du porte-avions USS Alabama Lincoln. Des frappes américaines contre l'Iran sont-elles imminentes? L'armada, je vous le disais, elle est là. Est-ce qu'on peut parler d'encerclement en cours? Pour aller plus loin, donc pour s'arrêter sur cette USS Abraham Lincoln, je vous convoque au tableau à nouveau, Général Richoux. Général, que pouvez-vous nous dire à propos de l'USS Abraham Lincoln? Alors, c'est un porte-avions de la classe Nimitz. Donc, la classe Nimitz, c'est du nom du premier porte-avions de ce type qui a été mis en place au début des années 80. Donc, c'est une conception déjà ancienne. Il a 45 ans de conception. Il a été construit un petit peu après. Un de ses premiers engagements, par exemple, ça a été la guerre du Golfe en 1991. Vous voyez déjà qu'il a quand même quelques heures de fonctionnement. Alors, c'est un porte-avions nucléaire, bien entendu, avec 2 réacteurs qui peut emporter 70-80 avions. Alors, c'est pas tous des avions de chasse. Là, on estime qu'il y a à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, 35 avions de chasse qui sont des F-35, F-18, mais il y a forcément des avions radars, des avions de guerre électronique, des hélicoptères pour récupérer les marins qui tomberaient en mer, etc. Et c'est une forteresse sur mer de 5000 personnes. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à San Diego, de visiter l'USS John C. Stennis, qui est de la classe Nimitz, c'est-à-dire c'est un sister ship qui est exactement comme celui-ci, pont de 350 mètres de long. Enfin, c'est un truc absolument invraisemblable à voir sur le plan du volume.
Merci beaucoup, Général Richoud. Raphaël Jérusalemi, que vous disent vos relais en Israël ? Au sein du renseignement israélien, on croit à une frappe ? Les autorités israéliennes s'y préparent-elles ? Alors, Israël se prépare. Israël, pour l'instant, reste donc quoi ? Les Américains ont demandé aux Israéliens de ne rien faire pour l'instant. Il n'est même pas certain que si les Américains entreprennent une opération, ils demanderont aux Israéliens de venir à la rescousse ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une inquiétude en Israël. On est en état d'alerte maximale, car depuis la guerre des 12 jours en juin dernier, on n'a pas encore renfloué toute la défense antiaérienne qui a été gaspillée lors de la guerre des 12 jours. Il y a eu des tirs intenses de missiles iraniens vers Israël qui ont demandé à Tsahal d'utiliser beaucoup de munitions de défense, du dôme de fer. Nous avons eu l'aide des Américains avec les missiles antimissiles THAAD. Ce sont des matériels qui sont difficiles à remplacer rapidement et on n'est pas tout à fait à l'optimum de notre défense antiaérienne. Ce qui nous console un peu, c'est que les Iraniens ne le sont pas non plus. Ils sont aussi à défaut en défense antiaérienne. Et puis l'arrivée justement de toutes ces forces américaines dans la région va augmenter notre puissance de défense, sinon même d'attaque bien sûr, mais surtout ils vont nous aider à nous défendre. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Je lisais une information, je vous la soumets encore une fois, $300,000 par heure, ce serait l'estimation, le coût du déplacement d'un navire comme l'USS Abraham Lincoln. Vous pensez qu'on est dans le juste, c'est 300 000 Alors oui, 300 000 dollars de l'heure. Moi j'avais entendu à l'époque pour le Charles de Gaulle que c'était 50 000 euros de l'heure. Donc on a des coûts de fonctionnement, il est plus petit, qui sont sûrement un peu inférieurs. Mais ça c'est très insuffisant parce que vous avez le groupe aéronaval, ce dont on n'a pas parlé au Barco. Il y a le groupe aéronaval, ce sont des destroyers qui font des bulles anti-aériennes, qui sont des bulles anti-navires. Il y a des sous-marins nucléaires d'attaque qui accompagnent. Donc c'est un groupe aéronaval. Vous voyez, c'est plusieurs bâtiments et on estime le coût journalier d'une flotte. Alors tout dépend de ce qu'on inclut dans les coûts, bien entendu, mais de 6-7 millions de dollars dans tous les cas de figure pour une seule journée à la mer. C'est pour ça que quand on dit on va encercler l'Iran, on peut l'encercler ponctuellement, mais vous voyez ce que ça peut coûter. Au bout d'un moment, on n'encercle plus rien. Il faudra les ramener au port. On peut pas tenir 6 mois à la mer comme ça, vu le coût de fonctionnement. Mais pour bien comprendre, il y a encerclement ou non américain dans la région ? Y a-t-il un encerclement militaire en cours ? Pas franchement, parce que l'encerclement, enfin, il est quand même côté golfe Persique, mais l'encerclement, il est pas au nord, il est pas à l'est. L'Iran n'est pas isolé. Il y a des troupes américaines au sud de l'Iran et à l'ouest. Vous voyez, la flotte de Méditerranée aussi peut agir, mais ça ne s'appelle pas un encerclement d'un point de vue militaire, bien entendu. Ils sont reliés à une bonne partie du monde par leur marge nord, est, etc. Et je reviens sur donc cette info des $300,000 par heure et en fait de manière très pragmatique on se dit est-ce qu'on peut mettre en mouvement une telle somme, une telle armada pour faire machine arrière ou si c'est juste pour du signalement stratégique ou juste pour avoir une des options sur la table. C'est une vraie question à laquelle j'ai pas la réponse et ça c'est l'avenir qui nous le dira. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait Raphaël Jérusalemi à l'instant. Aussi face à cette armada, face à tous ces avions, sur les capacités de défense anti-aérienne de la République islamique. On sait qu'elles ont été quand même amoindries lors de la guerre des 12 jours. À votre connaissance, Raphaël, est-ce que Téhéran a pu reconstituer ses stocks, peut-être avec de l'armement chinois ? En gros, est-ce qu'ils sont en état aujourd'hui de se défendre ? Alors oui, en partie il y a eu une réparation, dirais-je, un rafistolage depuis le mois de juin dernier qui a tout de même permis aux Iraniens d'améliorer leur capacité de défense antiaérienne, mais aussi d'offensive. Alors sur le plan de la défense antiaérienne, ils ont reçu un immense appui des Chinois avec les HQ-9B qui sont des batteries antimissiles similaires aux S-300 dont ils disposent également, qui sont les batteries russes, mais les Russes n'ont pas fourni plus de S-300 depuis la guerre des 12 jours aux Iraniens, qui se sont donc rabattus sur les batteries chinoises. Et donc on sait qu'il y a eu plusieurs livraisons
de ces batteries ou partiellement de pièces détachées qui ont été montées sur place en Iran, et également sur le plan offensif des livraisons assez importantes vers le port de Bandar Abbas, de carburant solide, de propane solide, car ce carburant est indispensable aux missiles dont disposent les Iraniens. Là aussi, sur les missiles balistiques, on en avait détruit des centaines, et puis d'autres, évidemment, avaient été tirés par les Iraniens vers Israël. Mais on estime aujourd'hui que les Iraniens disposent d'à peu près, dirons-nous, entre 1000 et 2000, alors disons 1500 missiles balistiques, sans compter évidemment des centaines et des centaines de missiles de croisière et des drones. Mais ils ont des missiles balistiques et on ne sait pas quel est le chiffre de missiles hypersoniques dont ils disposent, qui n'ont pas utilisé jusqu'à présent. Pardonnez-moi, on va revenir dans un instant sur la potentielle riposte de l'Iran, parce qu'il y a menace du côté d'Iran également, bien évidemment, mais je reste sur les ambitions, les intentions américaines, quelques instants supplémentaires. Quelle cible? Si effectivement les Américains frappent, rappelez-vous, quand on pensait la frappe imminente, il y a quelques jours, on vous disait que la Maison-Blanche s'était vue remettre un dossier de 50 cibles militaires iraniennes, notamment par un groupe basé aux États-Unis, avec des coordonnées exactes du quartier général Tarala des gardiens de la Révolution à Téhéran, décrit comme le centre de commandement du régime pour réprimer les manifestations. Il y avait également une liste de cartographie des sous-quartiers régionaux et de 23 bases basiques à travers Téhéran. Est-ce que, si frappe il y a, la priorité, ce sera décapitation des forces de sécurité? En fait, vous avez dans cette banque de cibles, et là on peut regarder ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours, les Israéliens et les Américains n'ont pas touché ni au clergé ni aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ont touché effectivement les forces de sécurité, donc des membres des gardiens de la révolution islamique. Dans votre banque de cibles, vous avez les emprises militaires, celles qui sont liées à la répression, etc. Vous avez les sites nucléaires, les Américains l'ont déjà fait. Vous avez aussi, tout à l'heure, M. Jérusalemi parlait de Bandar Abbas. Vous avez les possibilités de toucher l'infrastructure énergétique, c'est-à-dire capacité de raffinage, lieu où sont entreposés les carburants. Donc il faut rappeler que 90% du pétrole produit par l'Iran va en direction de la Chine. Donc effectivement, il y a toute une gamme d'options, mais la question qui est posée, tout à l'heure vous parliez de ce terme décisif. Quel est l'effet final ou majeur recherché? C'est ça, c'est-à-dire que vous voulez éliminer Khamenei. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous ne récupérez pas un gardien de la révolution islamique à la place? Ou alors, est-ce que vous tapez tout un tas de cibles en vous disant que ce régime, et ça c'est probablement objectif, n'a jamais été aussi faible, et derrière, eh bien, il y a effectivement un effondrement du régime avec des conséquences à gérer. Alors, effectivement, on lit dans le Figaro, par exemple, la prix Nobel de la paix 2023, Shirin Ebadi, qui dit ceci: en Iran, il n'existe d'autre solution que l'élimination ciblée du guide suprême Ali Khamenei. Votre sentiment sur ce sujet-là? Ça ne passera que par l'assassinat de Khamenei? Je pense que le discours, les paroles de Madame Shirin Ebadi sont vraiment très pertinentes. Ce qu'elle a dit est très pertinent. Et on est en face d'un régime qui tient d'une seule personne, un régime qui pendant 37 ans de règne de Khamenei n'a pas fait une seconde personne, n'a pas fait un remplaçant, tellement il avait peur de son entourage. Donc tout ce régime repose sur une et unique personne, Ali Khamenei, et elle a parfaitement raison de dire que en l'abattant, ça, ils ont véritablement pourrait neutraliser ce régime. Alors, petite question pour Raphaël Jérusalemi. On se souvient, en juin dernier, le Mossad avait été à la manœuvre pour une opération tout à fait spectaculaire, ciblant des dirigeants iraniens. On se souvient de Khamenei qui était caché dans un bunker. Le Mossad a la possibilité, les moyens encore aujourd'hui de réaliser une telle opération si d'aventure c'était la cible privilégiée aujourd'hui? Oui, absolument. Les Américains aussi, d'ailleurs. Ils l'ont montré avec l'affaire Maduro et la Delta Force, parce qu'on n'est pas obligé de bombarder les bunkers de Khamenei. On peut aussi avoir une opération commando au sol avec une énorme complicité locale sur laquelle nous pouvons compter. Il y a beaucoup d'Iraniens qui seront prêts à donner un coup de main. Le Khamenei est étudié par les services secrets tant américains qu'israéliens depuis des années. Ces moindres déplacements, les protocoles de sécurité, il y a eu de fausses alertes de données exprès pour voir comment réagissaient ceux qui protègent le guide suprême. Les communications, les écoutes, des infiltrations de son entourage. C'est pour ça qu'il a de moins en moins
de monde autour de lui. Il se retrouve pratiquement isolé. Je regrette seulement de dire que Khamenei doit être éliminé. Malheureusement, ça ne suffit pas d'éliminer que Khamenei. C'est vrai que c'est un autocrate, qu'il a énormément de pouvoir, mais il y a tout de même une équipe de dirigeants, surtout avec les gardiens de la révolution, mais même au sein du gouvernement iranien, dont certaines personnes doivent également disparaître dans une frappe plus ou moins simultanée avec celle qui serait menée contre Khamenei. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Je ne veux pas verser complètement dans la géopolitique fiction, mais vous savez très bien que beaucoup se demandent si Donald Trump pourrait faire avec Ali Khamenei ce qu'il a fait avec Maduro au Venezuela. Et il y a des histoires complètement folles ces dernières heures de l'Express qui explique qu'il aurait pu avoir recours à une arme sonique. Voilà, c'est complètement fou, mais lui-même en a parlé dans une interview. Mais vous le savez, la question, elle revient. Pourrait-il faire avec Khamenei ce qu'il a fait avec Maduro? Allez le capturer. On est comme dans un pays où l'État policier reste encore extrêmement fort, avec les mesures de précaution notamment pour protéger le guide. Donc à mon avis, ce serait quand même une toute autre opération. Je pense que pour les Américains, où il y a pu avoir, c'est la question, la tentation du coup de grâce. C'est le chercheur Clément Terme, je crois, qui utilise ce terme, en disant, ok, si on se lance dans une opération, est-ce que c'est pour faire tomber ce régime ? 47 années de République islamique, et si on y va, est-ce qu'on va jusqu'au bout? C'est-à-dire pour complètement effacer ces 47 années de régime islamique. Ou au contraire, est-ce qu'on se contente d'une opération circonstanciée, j'ai envie de dire, par exemple sur le nucléaire, comme pendant la guerre des 12 jours, on va aller taper quelques sites et puis ça va encore ralentir le régime. Et je pense qu'il y a un choix un peu cornélien. Si d'aventure il y avait une opération américaine, est-ce qu'on se lance dans quelque chose d'un peu aventureux, mais qui vise la chute du régime, ou est-ce qu'on se lance dans une opération plus limitée qui vise quelques cibles seulement? Je vais continuer de vous entendre les uns et les autres, mais sachez que l'Iran menace. À son tour, le chef des gardiens de la révolution islamique a averti ces dernières heures Washington que ses forces avaient, je cite, le doigt sur la gâchette. On va essayer de comprendre encore une fois quelle est la réalité derrière de tels mots, derrière de telles menaces. Gallagher Fenwick, c'est vous que j'emmène avec moi. Gallagher, dites-nous, de quelles armes disposent les Iraniens désormais, selon vous? Alors là, déjà, on voit ces photos qui datent d'il y a quelques mois, qui sont forcément tout à fait scrutées, avec des forces d'élite des gardiens de la révolution islamique, avec tout un ensemble de moyens missiliers, notamment. Monsieur Jérusalemi à l'antenne donnait la moyenne, et ça on l'a de sources américaines, qui sera entre 1000 et 2000 missiles balistiques, mais il dispose de bien d'autres moyens. Là, ce que l'on voit, ce sont ce qu'on appelle en anglais les missile cities. Donc ce sont des infrastructures souterraines qui ont permis au régime, depuis juin dernier, de reconstituer une partie de son stock à toute allure pour préparer la ou les prochaines phases. Et donc c'est sur ces ensembles qu'elle a beaucoup communiqué afin de démontrer, et comme l'a dit Monsieur Jérusalemi, qu'avec l'aide technologique chinoise, notamment au niveau d'un carburant solide qui s'appelle le Propergol, qu'elle a des moyens de défense et d'atteinte, missiles balistiques de courte, de moyenne et de longue portée. Vous connaissez la distance à vol d'oiseau entre Téhéran et Tel Aviv? 1600 km. La portée de ce missile Fatah 1, c'est 1400 km. Missile hypersonique mis en service à partir de 2023. C'est le plus abouti chez les Iraniens dans sa gamme. Il est hypersonique Mach 5, donc très difficile à intercepter, avec également une très très forte manœuvrabilité. Alors parlons des cibles. Quelles sont les cibles potentielles de l'Iran si l'Iran frappait à son tour? Il y en a énormément. Et ça, c'est ce qui complique notamment le calcul, l'équation à laquelle sont confrontés à la fois les voisins, mais les Américains, les navires américains qui sont des cibles pour les navires, pour les missiles anti-navires que peuvent utiliser les Iraniens. Et vous voyez une forte présence américaine. La base la plus connue, elle est au Qatar, El Odeid. 11 000 hommes en permanence avec beaucoup de matériel. Au Bahreïn, qui est un petit peu plus au nord, vous avez la 5e flotte américaine. Mais il y a des hommes dans tous ces pays, le Koweït, l'Arabie Saoudite, jusqu'en Turquie. Et puis l'autre grande cible, c'est évidemment, on en a parlé, l'État hébreu. Et à chaque fois, dans ces différents pays, chez ces différents voisins, vous avez des installations militaires, mais également des installations civiles. Tout cela est à portée de missiles pour l'Iran. Merci beaucoup, Gallagher Fenwick. Je vous pose la question. Est-ce que vous estimez-vous que les Iraniens, aujourd'hui, ont les moyens de faire peur, de retenir un peu le bras américain? Depuis 2020, j'ai toujours dit, j'ai toujours écrit partout.
c'est pas la première fois que je le dis, le départ de ce régime, la chute de ce régime va embraser la région. C'est une évidence. Ce n'est pas un régime qui va quitter la place facilement et dans la douceur en disant au revoir au peuple iranien. Il faut se préparer pour un départ vraiment sanglant et difficile. Si la communauté internationale aide les Iraniens, tant mieux. Sinon, les Iraniens vont le faire au prix extrêmement fort et peut-être une bonne partie de la population iranienne va disparaître. Mais si vous me permettez une chose, je voulais proposer, au lieu de faire de politique fiction et au lieu de rester sur les détails qui ne veulent rien dire, parce qu'on peut tout interpréter sur ces détails, regardez la situation avec un peu de distance. Le fait est que Israël ne peut pas se permettre une république islamique atomique. Ça, c'est une évidence. En même temps, les États-Unis sont parfaitement conscients du danger de la République islamique. Le peuple iranien ne supporte plus ce régime sanguinaire. Alors donc, il y a la convergence de trois intérêts. Le peuple, Israël et les États-Unis. Donc, il m'est vraiment très impensable qu'il ne se passe rien, qu'on laisse cette situation passer, alors que le peuple s'est exprimé clairement contre ce régime. C'est le meilleur moment pour se débarrasser de la République islamique. Sinon, je finis là, sinon on va avoir affaire à des ayatollahs avec leurs bombes atomiques qui ne menacent pas seulement les pays de la région, même les pays européens. Non. Seront dans leur tir. J'entends la critique, j'entends la critique bien évidemment, mais justement, allez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous appelez des détails insignifiants ? Qu'est-ce qui vous semble parfaitement insignifiant dans tout ce qui est sur la table ces dernières heures ? C'est quoi, les propos du président américain s'interroger sur les actions armées ? Je suis vraiment indignée de cette manière qu'on fait l'exégèse de paroles de Trump, de cette trumpologie qu'on entend, pas seulement sur votre chaîne, mais partout. Mais là, par exemple, ce qu'on vient de faire pour vous, c'est ce qu'on vient de faire. On fait le jeu de Donald Trump, selon vous, en Non, je pense que en fait, ces détails que vos experts nous donnent, ces détails veulent dire tout et leur contraire. Pourquoi ? Et que ce n'est pas aussi facile quand on est de loin de savoir ce qui est en train de se passer. On connaissait qu'on essaye de faire de notre mieux, parce qu'effectivement, nous, on n'y est pas. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi je vous propose de regarder... C'est pour ça qu'on vous invite, d'ailleurs. Voilà, c'est pourquoi moi je me permets de vous proposer de regarder la situation avec un peu de recul et de voir où sont les intérêts et qui est aujourd'hui le gagnant en gardant la République islamique en place. Donc pour vous, le gagnant, dis tout simplement, il n'y a personne qui gagne d'une République islamique atomique. La République islamique atomique est un danger pour la planète entière, pour tous les pays du monde. Donc si on a la moindre conscience de ce danger, on doit espérer le départ de ce régime par quels que soient les moyens. Je vais vous dire, j'entends tout et franchement, je le respecte à 250 000%. Je veux juste vous dire que c'est justement la raison de votre présence, de pouvoir apporter cette parole et cette hauteur de vue. Donc, je veux dire, j'entends tout, mais vous êtes justement là, on le fait grâce à vous et avec vous. Donc, voilà, ça existe. C'est pourquoi j'accepte toujours votre invitation, parce que je vous admire, donc je viens toujours pour vous m'inviter. Faites-nous juste ce crédit-là, justement, de faire venir des personnes comme vous pour justement avoir cette hauteur de vue qui se complète avec des interrogations qui, vous le comprenez, inquiètent les gens. On ne peut pas faire comme si les déclarations de Donald Trump n'existaient pas parce qu'elles font écho chez les gens. Et il faut justement, et c'est notre boulot, et c'est notre travail à nous, de justement prendre ces propos, de les démanteler, de les décortiquer pour essayer de démêler le vrai du faux, faire redescendre de quelques degrés quand c'est nécessaire ou s'arrêter quand vraiment il y a une alerte à mettre sur la table. C'est aussi mon travail de proposer de regarder le tableau avec un peu de distance et de ne pas se tromper dans tous les détails, dans les petits détails, mais les grands détails sont peut-être plus parlants que les petits détails. Et les grands détails, c'est qu'on a une République islamique dangereuse pour la planète entière. Et voilà, j'estime, et je me trompe peut-être, mais que du coup, ce travail-là, il est tout à fait complémentaire sur ce plateau. Général je veux simplement dire, je comprends très bien ce que vous dites, mais une analyse n'est pas une opinion. Nous, on fait de l'analyse ici. Je ne peux pas vous expliquer que le régime des Mollahs va tomber si je ne le vois pas tomber. Peut-être que je me trompe. Est-ce que j'ai prononcé mes opinions, à votre avis ? Parce que ce que j'ai dit, c'était mes opinions, à votre avis ? Non, mais oui, vous avez si vous entendez de ma parole, si vous entendez de ma parole des analyses, c'est que je suis vraiment désolée. Donc, je suis vraiment désolée. Je donne jamais mon opinion personnelle. Je ne parle que de mes observations de terrain et je fais des analyses.
madame, nous souhaitons tout le bonheur possible à véritablement au peuple iranien. C'est pas du tout le sujet, mais on voit bien que vous êtes investi émotionnellement. Voilà, donc simplement, je comprends très bien ce que vous dites. Moi, je souhaite à 150% ce que vous me racontez, mais quelquefois, on peut ne pas voir la fin de l'histoire telle qu'on la souhaiterait. Voilà, donc on est obligé aussi, nous, on est convoqués ici comme des analystes militaires ou politiques ou géopolitiques, on est aussi obligé de donner notre analyse qui correspond pas forcément à ce que l'on souhaiterait. C'est un petit peu le problème. Oui, j'aimerais bien que vous restiez sur votre connaissance militaire et n'allez pas sur la sociologie de la société iranienne que vous connaissez absolument pas. Oui, en fait, absolument. Ça serait très bien si vous le faisiez ça. On se retrouve dans un instant. Et je vais vous dire, non mais je trouve ça... Enfin, dans on est le fond, au cœur du sujet, là. Mais oui, mais voilà, tous les points de vue s'expriment. Vous faites parler votre cœur et vos connaissances également. On est complémentaires. Ce sont des moments d'échange qui sont aussi extrêmement importants et on sent que la situation elle est très sensible et c'est ça ce qu'on raconte du coup à travers cette séquence. On continue d'en parler ensemble sur ce plateau dans quelques instants. Et entre intervention militaire, nouveau paquet de sanctions, la communauté internationale peut-elle réellement empêcher cette répression qui est toujours en cours en Iran? Parce que c'est ce qu'on va vous dire maintenant. C'est que, effectivement, nous avons ces discussions sur le plateau, mais la réalité et le plus important, c'est ce qui se passe là-bas, en Iran, à Téhéran, et pas seulement. Qu'en est-il de la répression, des arrestations, des morts tous les jours? Ça, on en parlera également ensemble. À tout de suite. Le grand dossier se poursuit. Trump va-t-il frapper l'Iran? C'est la grande question de ces dernières heures. Merci d'être avec nous pour en parler. Manas Shirali, sociologue, politologue, spécialiste de l'Iran. Merci toujours Gallagher Fenwick. Merci Général Richoux. Merci bien sûr à vous. Également Grégory Phillips. Et nous sommes en direct et je vous en remercie. Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France. Bien sûr, je m'arrête avec vous pour commencer sur la réalité de ce qui se passe en Iran encore ces dernières heures. Il y a eu quelques retours de contact, mais c'est encore tellement compliqué et difficile de savoir ce qui se passe encore aujourd'hui. Quel est le niveau de répression que subissent les Iraniens ces dernières heures? Écoutez, nous avons suffisamment de données pour dire qu'il s'agit d'une violence extrême, en fait, dont l'ampleur n'a jamais été à ce niveau. On est bien au-delà de tout ce qu'on a pu vivre précédemment dans les répressions de manifestations en Iran. Il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis sur le nombre de personnes tuées, tant en fait le climat est flou, je vais dire. Nous savons, parce que nous avons eu des témoignages dans ce sens, que les autorités tentent de faire pression auprès des familles avec de l'intimidation, du harcèlement, du chantage pour rendre les corps des personnes décédées, pour qu'elles déclarent en fait que ces personnes décédées font partie des Bassidji, donc ce qui est bien entendu voilà, totalement faux. Donc du coup nous sommes dans un flou, et c'est très difficile de faire remonter les informations fiables. Malgré tout, donc nous avons nos correspondants et donc par leur intermédiaire, nous avons des vidéos, des photos, des témoignages. Nous savons qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre sont non seulement présentes dans les rues, mais également les militaires. Nous avons des patrouilles militaires dans les rues des villes, dans les rues entre les villes, des patrouilles qui sont très lourdement armées avec des mitraillettes qui mettent en place des contrôles sur les routes, qui font des fouilles des voitures, des fouilles de téléphones. On est vraiment face à une répression très coordonnée qui vise véritablement à empêcher toute nouvelle dissidence et surtout tout éclairage sur les massacres qui sont en cours et les conditions dans lesquelles vivent les Iraniens. Pardon pour la question très, très pragmatique et crue, mais il y a tellement de chiffres qui circulent sur le bilan de la répression. Est-ce que vous, du côté d'Amnesty International France, vous avez un chiffre à avancer pour qu'on comprenne bien, pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle? Écoutez, les autorités iraniennes ont elles-mêmes annoncé plus de 3100 et quelques des morts. Le rapporteur de l'ONU nous dit plus de 5000. Voilà, ça nous donne une échelle quand même de la situation. Voilà, on voit sur vos images ces corps dans les rues, dans des sacs mortuaires. Ces images-là, on les voit dans toutes les villes, dans toutes les régions d'Iran. Donc, on sait forcément qu'on est au-delà des chiffres annoncés par les autorités, mais sans pouvoir donner véritablement de précision.
notamment aussi pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure. Les familles en deuil sont harcelées, ne parviennent pas à reprendre leur corps, on fait du chantage, elles doivent donner des sommes incalculables pour récupérer leurs proches, on leur demande de témoigner qu'ils ne faisaient pas partie des manifestants, mais des forces de sécurité. Enfin, vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle on est, tout ça avec un blackout toujours existant au niveau d'Internet, donc des difficultés aussi, bien entendu, à faire remonter les informations comme nous le souhaiterions et comme cela doit se faire normalement sur un conflit d'une telle ampleur. Manassi Ali, est-ce que, selon vous, la cruauté et l'ampleur de la répression lancée par Téhéran risquent d'étouffer la contestation ? Bon, de toute façon, jamais dans l'histoire de l'humanité, un peuple à main nue n'est arrivé à tenir face à un régime militaire armé jusqu'aux dents. Ça, vous ne trouvez pas. Et à chaque fois, c'était parce que à l'intérieur du système, les armées, il y a eu de l'effondrement que les peuples ont réussi. Il n'y a pas d'effondrement à l'intérieur de l'armée iranienne. L'armée iranienne est totalement solidaire avec le régime. Donc, un peuple à main nue ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Les témoignages que je reçois sont accablants. Je peux vraiment vous dire une chose. Je ne vais pas vous raconter les témoignages. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tout simplement, dans l'histoire de l'Iran, on a eu une période semblante à l'époque de l'invasion mongole. C'est seulement les Mongols qui ont tué de cette façon. Ils ont créé des collines de cadavres, ce que la République islamique a fait. Il a fait des collines de cadavres à la ville d'Ispahan et de Shiraz. Et puis après, pour effrayer la population, ils ont commencé à mutiler les cadavres devant la population. C'est ça ce qui s'est passé en Iran. Et je peux vous dire que l'Iran n'est pas habitué à ce haut niveau de violence. Et ce que les Iraniens sont en train de vivre est largement traumatisant pour eux. Et ce que j'entends de leurs témoignages, ce sont des jeunes traumatisés, profondément terrorisés. Allez-y, Non, une voix qui m'a marqué à ce sujet du triste bilan cette semaine, c'est celle de Mae Sato. C'est le nom de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la question des droits de l'homme en Iran. Et dans un entretien qui est plutôt viral à ce stade, ça date de mardi, la fourchette haute qu'elle donne, c'est 20 000 morts. À titre de comparaison, Femmes, Vie, Liberté, sur 2 ans, c'est selon, et je parle sous le contrôle de votre invité d'Amnesty International, c'était 500 morts, à peu près 20 000 arrestations. Donc on voit que là il y a une extrême violence qui correspond sans doute à une très très grande fragilité, probablement la plus grande fragilité qu'ait jamais éprouvée justement ce régime, qui a fait ce choix qui est celui de se condamner à mort quelque part. Alors ça peut être une mort lente, une agonie lente, en allant très très loin dans la létalité et l'extrême cruauté de cette répression. Général. Oui, alors 20 000 morts, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de blessés, vraisemblablement. Oui. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc ça peut être dans les 50 000 personnes qui ont été morts, blessées, qui sont peut-être disparues, emprisonnées, etc., etc. Donc c'est une répression véritablement qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Voilà. Donc, et je suis assez d'accord que ça marque une position de faiblesse du régime quand on est obligé comme ça de tirer sur sa foule. Je rappelle qu'en 1905, quand le régime russe a tiré sur la foule lors du dimanche sanglant, ça a été déjà les prémices de la révolution de 17. Voilà. Mais est-ce qu'on a des signes ? Mais en même temps, on a l'impression qu'ils ont repris la main depuis le 10 janvier. C'est certainement l'un des régimes les plus résilients sur cette planète. Est-ce qu'il y a le moindre signe de rupture interne ? Beaucoup d'experts disent que sans rupture interne, il est impossible de faire vaciller, sans défection, effectivement, notamment au sein des forces de sécurité, impossible de faire vaciller réellement ce pouvoir. Non, mais moi je pense que le jour où Khamenei n'est plus là, ils vont se déchirer à l'intérieur. Mais là maintenant, tant que ce guide, il est là, tant qu'il est en place, on ne peut pas attendre aux défections. Allez-y, Grégory. J'ai un souvenir qui date un peu, mais de la répression de 2009, la réélection d'Ahmadinejad. On était quelques journalistes français dans le centre-ville de Téhéran, sur l'avenue Valiasr, et j'ai le souvenir d'une jeune femme qui devait avoir 17 ou 18 ans, elle avait enlevé son foulard, et face au Bassidji qui était à moto et qui avait des armes à feu, des armes de guerre, elle levait le poing et elle criait « mort au dictateur, mort au dictateur ». La foule était quelques mètres derrière, elle était seule avancée et elle a été emmenée par ces voltigeurs. C'est une image que je garderai toute ma vie en tête pour dire le courage de cette jeunesse notamment qui est descendue dans la rue et qui, c'est la nouveauté malheureusement de ce mouvement, a été réprimée avec
beaucoup plus de violence encore qu'au moment de Mahsa Amini, qu'en 2019, qu'en 2009. Là, la répression et ce qui se passe en ce moment, parce que s'il n'y a plus de manifestations, c'est parce que cet État policier est en train de tout contrôler. C'est d'une tristesse sans nom. Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France, je ne sais pas si la question va vous sembler à vous décalée de là où vous parlez, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme on l'a écrit en bas de cet écran, sans aide extérieure, une révolte vouée à l'échec ? Alors, je ne me prononcerai pas en tant qu'Amnesty International sur l'intérêt ou pas d'une aide extérieure. Ce que l'on dit, nous, et avec fermeté depuis le début, c'est que ce qui permet ces massacres de se produire et de continuer sans arrêt, c'est en fait l'impunité. C'est le cycle infernal d'une impunité qui permet à chaque fois de continuer. Donc, il faut effectivement trouver un moyen de faire cesser ce massacre. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni. Il y a des pistes pour faire arrêter ce régime. Et en tout cas, rien ne sera possible tant que la communauté internationale, dans son ensemble, ne réagit pas. Donc, merci infiniment. Ça doit se faire, bien entendu, avec les instances qui sont les nôtres, donc notamment avec l'ONU. Merci Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Manas Shirali. Merci Gallagher Fenwick, Général Richoux, bien évidemment. Merci à vous, Grégory Phillips. Merci à vous de nous regarder. Et je le répète, vous pouvez nous écouter, le podcast. Le QR code est en bas. Vous flashez, vous scannez, vous nous retrouvez. Ça peut être sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Et là, tout de suite, maintenant, vous avez rendez-vous